Bienvenue dans les Mazars Africa Talks Online. Je suis ravie d'être avec vous. Nous sommes avec Didier Akouete, qui est le fondateur et le président d'Afrique Search, le premier cabinet de recrutement du continent. Votre cœur de métier, c'est de dénicher les talents, mais aussi d'accompagner les entreprises en mutation, de les aider à diagnostiquer les changements à opérer, puis travailler avec elles pour réussir. Et c'est sur cette expertise qu'on voulait échanger aujourd'hui parce que la crise du coronavirus, on le sait, elle change profondément le travail, elle pousse les entreprises à s'adapter et à changer en un temps record. Alors, arrêt forcé, puis reprise graduelle, travail à distance quand c'est possible, pas de voyage pour ceux qui opéraient à l'international, de nouvelles réglementations sanitaires très strictes, très contraignantes et donc une nouvelle organisation. On va en parler pour commencer avec Abdou Diop, qui est le managing partner de Mazars Audit et Conseil, le cabinet international d'audit et de consulting. Vous êtes notre hôte. Bienvenue. Comment abordez-vous cette période du coronavirus? Comment adaptez-vous vos services et travaillez-vous avec vos clients? Merci beaucoup Estelle et merci aussi à Didier d'être parmi nous aujourd'hui pour partager son expérience et son expertise du continent. Pour répondre à ta question, oui, le coronavirus a entraîné beaucoup de nouvelles donnes ou en tout cas accéléré un certain nombre de questions que nous nous posions. D'abord, la question du télétravail. Il est clair que en tant que cabinet d'audit et de conseil, ça fait quelques années qu'on y réfléchit pour pouvoir justement permettre de mieux gagner en qualité de vie, de réduire les temps de transport, d'optimiser les espaces de travail. Et petit à petit, on commençait à l'introduire et le coronavirus a été un accélérateur. Aujourd'hui, je pense que la période a démontré qu'on peut réaliser du télétravail dans de bonnes conditions, à condition bien sûr que aussi toute la dynamique, tout l'écosystème autour duquel nous interagissons suivent, notamment le secteur public qui s'est rapidement adapté, mais espérons que ça va continuer parce que c'est une donnée quand même assez importante de nos métiers et qu'aussi nos clients puissent intégrer cette dynamique qui, il y a quelques années, n'était pas encore très acceptée. Je me rappelle déjà l'année dernière sur certains conseils d'administration où j'insistais pour pouvoir le faire à distance et certains de nos clients voulaient absolument une présence physique. Je pense que le coronavirus a permis de démontrer qu'on peut gagner en efficacité tout en étant à distance. Donc ça, c'est un gain assez important que vous allez essayer de garder, hein? Oui, on va le garder, en tout cas jusqu'à fin août, et on verra après comment le pérenniser de manière définitive. Après, il y a aussi toute la gestion, pour être assez innovant et créatif, de nos missions d'accompagnement à l'international. Là, effectivement, plus de voyages, plus de conférences, plus de foires, plus d'expositions. Donc, il a fallu créer une nouvelle méthode pour que nos clients puissent continuer à avoir leur démarche d'internationalisation dans un contexte où ils ne peuvent pas voyager. Donc, ça nous a poussé à créer des marketplaces virtuels, du B2B à distance, des sortes de foires expo plus virtuelles. Et je pense que progressivement, c'est en train de donner des fruits. Et là aussi, je pense que ça nous permettra de créer un nouveau modèle de fonctionnement de ces activités. Maintenant, bon, c'est clair que sur le continent, on a quand même besoin et encore de continuer à avoir ces contacts physiques. Et ça, bon, je pense que les voyages vont peut-être diminuer, mais il va falloir quand même qu'on continue à se voir, qu'on continue à networker, parce que c'est un élément essentiel culturel de notre continent. Et je pense que ça, quand même, ça manque aujourd'hui. Là, typiquement, j'aurais bien voulu que nous soyons dans un même espace et qu'après cette discussion, nous puissions nous poser pour déjeuner ensemble. Mais malheureusement, bon, on est sur 3 territoires différents et bon, c'est bien beau, mais le contact physique quand même manque beaucoup. C'est sûr que, en effet, la technologie nous rend service, elle nous connecte aujourd'hui, mais elle ne remplace pas le contact humain. Pour autant, c'est vrai qu'un déjeuner c'eût été avec grand plaisir. Alors, on le voit, Didier, Akouete, on doit réinventer l'entreprise post-Covid-19. Quelles sont les 2 grandes tendances en transformation organisationnelle? Abdou a parlé du travail à distance.
et puis de développer des nouveaux business models pour être compétitif et régler certains sujets. Il y a deux tendances, vous observez? Oui, effectivement. D'abord, un grand merci à Abdou et à Mazar pour ce talk et à Estelle qui le fait toujours avec beaucoup de talent. Merci. Effectivement, si vous voulez, le Covid a été quelque chose d'inattendu pour beaucoup d'organisations. Et donc, il y a des enjeux majeurs, comme le soulignait Abdou. Et concrètement, au niveau des entreprises, il y a un modèle organisationnel qui a réinventé. Vous savez, quand on parle, par exemple, de modèle de décision, aujourd'hui, avec le Covid et son impact, les décisions, nous les prenons à distance. Moi, je suis dans des conseils d'administration, je dirige un cabinet avec plusieurs bureaux. Nous avons des réunions. Nous ne pouvons pas être là physiquement, mais nous prenons des décisions. Et donc, le modèle opérationnel de décision devient décentralisé et ça, c'est une tendance forte. Deuxièmement, vous voyez bien qu'avec les restrictions de déplacement, comme vous le rappelez si bien, nous allons vers une dématérialisation d'un certain nombre de choses. Donc, l'entreprise, quand on dit l'organisation augmentée, qui est soumise à cette dématérialisation, est une constante forte aujourd'hui qu'on retrouve dans les organisations. Et puis, probablement, le troisième élément, c'est l'organisation sociale de l'entreprise. Et moi, j'entends par ça la gouvernance sociale des entreprises, parce que vous voyez bien que les employés ont des attentes extrêmement fortes, que ce soit les employés d'avant ou les employés de demain, ce qu'on appelle les millennials ou la génération X, Y ou Z, vous mettez l'aile que vous voulez. Mais les attentes sociales sont différentes. Et donc, comment est-ce qu'on organise socialement l'entreprise? Comment la gouvernance sociale est redéfinie? Donc, c'est autant, à mon avis, d'éléments forts qu'on constate dans les entreprises et qu'il faut adresser. Didier, peut-être juste élaborer sur cette question de réinventer l'équilibre social dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes plus précis, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'interaction, de créer l'esprit d'équipe? C'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler à distance, mais finalement, on se connaît un peu moins. Et donc, comment est-ce qu'on réinvente cette sociabilité au sein de l'entreprise? Alors, il y a d'abord le travail qui doit être fait, parce que nous sommes quand même des organisations, des entreprises qui doivent produire de la richesse. Donc, comment l'organisation du travail se fait en tenant compte de la réalité aujourd'hui de la situation des employés, ceux qui travaillent à distance, ceux qui travaillent de manière plus proche, comment on organise socialement le travail. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Hein, et on l'a vu, comment on fait travailler ses collaborateurs, comme le rappelait Adou, l'organisation sociale du travail. Deuxième volet, ce sont les attentes des employés. Et c'est pour ça que je disais, les attentes sont extrêmement fortes. Les attentes sociales, on l'a vu, le carnet social que ce Covid a produit, en termes de santé, en termes de questions sociales, tout simplement, des employés. Comment on répond à ça? À travers justement les politiques sociales. On peut parler de grosses entreprises, mais les PME qui constituent 90% de notre secteur privé, comment les employés du secteur privé ont géré cette crise quand ces employés se sont retrouvés chez eux du jour au lendemain, sans accès à la santé. Donc, la politique de santé des entreprises, c'est aussi un des éléments. Et troisième élément, ce sont les attentes des employés. L'entreprise, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un lieu de création de richesse qu'on partage? Est-ce que c'est un lieu d'émancipation sociale? Est-ce que c'est un lieu où on crée du bonheur? Est-ce que c'est un lieu où on crée de l'interaction, comme vous le disiez si bien? Si c'est ça, comment l'entreprise s'organise pour répondre à cet enjeu également social, où les employés, même s'ils travaillent à distance, ont peut-être des espaces de retrouvailles éventuels entre eux. Et quand on parle de cette nouvelle génération, qu'on appelle la génération zapping, comment l'entreprise se réinvente avec ses nouveaux employés. Donc, c'est vraiment autant d'enjeux en termes de management auxquels il faut répondre. Et ça, ce n'est pas que l'Afrique, hein, c'est un enjeu mondial. Quand vous allez dans la Silicon Valley, la manière dont ces entreprises, en guillemets, modernes, sont structurées, où les employés ne viennent pas forcément en cravate comme nous, on l'a fait pendant des années, où ils travaillent avec des tables de ping-pong et un bar à côté, où ils sont affalés dans des canapés en basket. Pour beaucoup d'entreprises en Afrique, c'est encore difficile à intégrer. L'entreprise apparaît comme un lieu d'amusement et quand vous expliquez ça à un chef d'entreprise, il dit non,
l'entreprise, c'est un endroit où on vient comme on est habillé, où on a un bureau éventuellement fermé ou ouvert avec le management ouvert et participatif, mais c'est une révolution culturelle. Donc, quand je parle d'organisation sociale du travail et de gouvernance sociale, c'est même comment on fait participer ces différents acteurs au processus de décision. Vous voyez, les décisions étaient perçues comme un truc de patron. On s'enferme dans un bureau, ce sont les directeurs qui se réunissent et qui décident pour les autres. Et ben, ça ne fonctionnera plus parce que les attentes sont différentes. Et donc, quand je parle de gouvernance sociale, comment on crée des organes où ces différents acteurs participent finalement à la décision? Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on a pris la décision, qui est-ce qui la met en œuvre? C'est pas les directeurs, c'est ceux qui sont en bas. Donc, comment vous passez d'un processus où on prend la décision en haut et puis ça descend en bas et ça ne fonctionne pas, à un processus où on fait participer ceux qui sont en bas en leur donnant aussi ce sentiment de vivre le bonheur de s'émanciper, de se développer dans l'entreprise. Et là, les ressources humaines vont être fondamentales, la direction des ressources humaines, les différentes directions vont devoir être impliquées énormément dans cette nouvelle structuration sociale et de gouvernance de l'entreprise. Didier, je vous écoute. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez mentionné tout à l'heure. En fait, pour les dirigeants, c'est pour eux un choc énorme. C'est d'abord être à l'écoute du choc psychologique, du choc social, de l'angoisse chez les collaborateurs, de la perte de leur emploi, de la crise sanitaire qui a été très difficile dépendamment des pays. Et donc d'être finalement dans la proximité et la compassion, l'empathie, et en même temps de penser à la survie de l'entreprise, de changer de registre et de basculer dans réengager les entreprises pour les collaborateurs pour travailler, remonter la pente, retrousser ses manches. C'est quand même une bascule qui est pas évidente. Et c'est beaucoup de boulot pour les dirigeants. Comment est-ce qu'on réinvente son management post-Covid? Comment est-ce qu'on fait que les salariés embrassent le changement qui est à l'œuvre? Et vous l'avez dit, c'est pas des petits changements, c'est quand même très profond. Vous l'avez même dit, révolutionnaire. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire certainement, hein, mais déjà les employés. Il faut remettre tout ça dans un contexte de changement rapide, hein, des organisations et puis des ruptures comme le Covid, qui est une rupture en réalité qui n'était pas attendue. Quand on parle de modernisation, de digitalisation, de robotisation, c'est vraiment des ruptures qui se font dans les organisations. Donc, les employés, comment on redéfinit le profil des employés et on améliore leur employabilité. Donc, ça veut dire que la matrice des compétences des employés doit être revue en permanence. Et c'est très difficile pour des dirigeants d'anticiper les compétences dont les employés auront besoin dans 3 mois, dans 6 mois, ne serait-ce que la relation client. Prenons l'exemple du Covid qui a impacté énormément la manière dont l'entreprise gère sa relation client. Du jour au lendemain, le client, vous ne le voyez plus. Le client ne vient plus au magasin, le client ne vient plus au cabinet pour avoir des discussions avec les consultants, le client ne va plus dans le restaurant, le client est devenu immatériel. Il échappe. Et ben c'est ça. Et pourtant, il existe. Et le business doit fonctionner. Comment vous réinventez la relation client et comment vos collaborateurs initie une relation différente avec vos clients d'avant. Comment les employés de Mazars discutent avec leurs clients qui ne voient plus. Comment l'entreprise au prêt-à-porter discute avec ses clients qui ne voient plus, mais qu'il va quand même livrer. Comment le restaurateur livre le plat au consommateur qui commande peut-être le midi de chez lui, ou il est seul dans son bureau. Donc, la relation client, comment vous la réinventez? Comment vous apprenez à vos collaborateurs à travailler cette relation client, à écouter différemment le client et anticiper ses besoins. Donc, quand je parle de développer l'employabilité de vos collaborateurs, c'est anticiper les compétences qu'il lui faut lorsque l'entreprise se réinvente elle-même. Et je donne l'exemple de la relation client. Deuxième exemple, la banque par exemple. Alors, dans l'univers bancaire ou financier dans nos pays, où on estime qu'à peine 15 à 20% des Africains sont bancarisés, et il y a un chiffre qui dit qu'il y a à peu près 350 millions d'adultes africains qui
échappent complètement au système bancaire. Mais donc un énorme marché potentiel. Eh ben, bien sûr. Donc, un employé de banque aujourd'hui, comment travaille-t-il? Il attend que le client vienne à lui. Il vient, il ouvre un compte, et puis éventuellement, on ouvre un compte épargne, et puis bon, on lui donne une carte, et puis le client disparaît. Et puis on regarde ses transactions. Imaginez dans l'industrie bancaire, comment l'intelligence artificielle, comment la digitalisation, comment le mobile payment révolutionne comment la banque travaille et comment la banque va adresser cette clientèle non bancarisée ou même cette TPE, ces micro-entreprises qui constituent 95% de la structure des PME pour leur donner accès aux services financiers. Donc, lorsque la banque ne réinvente pas ses processus, ne réinvente pas sa façon de travailler, vous voyez bien que la banque de demain ne peut pas exister si la banque ne prend pas en compte toute cette transformation et donc en réinventant la manière dont ses employés travaillent. Et ces employés, la manière dont ils travaillent, vous savez que la question de financement des entreprises est vraiment un dada. Lorsqu'une banque n'arrive pas à financer une entreprise parce que la banque ne comprend pas le modèle économique de l'entreprise, si la banque demain arrive à travers l'intelligence artificielle à mieux articuler et à donner l'information essentielle à l'employé, au chargé de clientèle, au credit risk manager, qui peut appréhender le risque différemment d'un secteur d'activité, parce que l'intelligence artificielle le donne un certain nombre de data qui permet de comprendre que finalement ce secteur n'est pas si risqué, que ce secteur a des perspectives de développement, qu'il faut juste régler ça et ça pour financer l'accès au crédit de cette entreprise. On révolutionne complètement la manière dont la banque travaille. Donc, l'employabilité des staffs devient un élément central de l'organisation et donc du management des équipes pour répondre à votre question. Abdou, je t'ai vu opiner du chef. C'est vrai que l'employé d'aujourd'hui et de demain change et que c'est le management qui change, la relation au client. Oui, tout à fait. Je pense que l'employé de demain change, d'aujourd'hui et de demain change, et le manager aussi d'aujourd'hui et de demain change. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi que le manager soit, ça rejoint totalement ce que vous disiez tout à l'heure, il faut que le manager lui-même se réinvente pour pouvoir justement accompagner ce développement. Et je pense que typiquement, oui, la relation client change. Le client, on ne le voit plus. Et même quand on voit ceux qu'on accompagne à l'international. Aujourd'hui, le producteur de mangue ne voit plus son client qu'il avait l'habitude de voir à Berlin ou qu'il avait l'habitude de voir dans les salons. Il est obligé de gérer sa relation client de manière différente, de pouvoir aussi montrer son produit de manière différente. Et je pense aussi, le point que vous avez tous les deux abordé tout à l'heure sur la question de la sociabilisation est aussi un élément essentiel. Tout ceci ne doit pas aliéner la sociabilisation professionnelle des collaborateurs. Et ça aussi, on est très vigilant là-dessus pour être certain qu'on va mettre en place des dispositifs, renforcer l'employabilité des gens, leur permettre de mieux vivre leur métier de demain, mais tout en gardant cette sociabilisation professionnelle qui est essentielle parce que si on bascule dans le tout télétravail, on risque de perdre ce lien d'appartenance et cette sociabilisation. C'est vrai qu'il y a de plus en plus maintenant d'études qui commencent à sortir sur le fait que on commence à développer aussi des comportements où on est complètement dans sa bulle. Et donc, ça devient aussi compliqué pour créer un esprit de groupe et une collaboration. Je pensais aussi au big data qu'a mentionné Didier sur la question de l'intelligence artificielle. C'est aussi évidemment la collecte de données. Et les opérations de très grande ampleur qui ont été lancées, je pense à celle qui a été lancée au Maroc, pour aider les plus vulnérables, c'est aussi une cartographie qui est importante avec la collecte de données parce qu'on est allé avec le confinement au plus près, dans des zones beaucoup plus reculées. Et finalement, dans une discussion précédente avec Didier à côté, c'est ce qu'on avait évoqué à plusieurs reprises, le manque de data en Afrique empêchait aussi certaines politiques et certains développements business. Et là, on peut aussi voir dans le coronavirus des perspectives de collecte de data. Oui, très clairement. Je pense que quand on voit des exemples
très visibles, que ce soit au Maroc ou au Sénégal. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple du Maroc sur les politiques d'aide distribuées au secteur informel, c'est une manne extraordinaire de données, puisqu'on a quand même distribué pendant 4 mois de l'aide à tous ceux qui sont dans le secteur informel, avec bien sûr au préalable la collecte d'un certain nombre d'informations pour savoir dans quel secteur ils sont, quels étaient leurs revenus, qu'est-ce qu'ils ont perdu comme revenus. Il faut qu'on puisse exploiter cela. Je prends aussi l'exemple du Sénégal, où une plateforme a été mise en place pour aider les personnes de la diaspora qui avaient perdu leur emploi. Et bon, on a eu des inscriptions massives avec plus de 300 000 inscrits en 48 heures. Tout ça, c'est de la donnée extrêmement importante qu'on est en train de collecter et qui n'existait pas auparavant. Donc, je pense qu'il est important que les États eux-mêmes, donc tout le secteur public, fassent leur mue digital pour justement, d'une part, transformer leur propre business model et leur propre service, mais en plus, mettre en place des dispositifs qui leur permettent d'exploiter toute cette donnée qui va être collectée. Il ne faut pas que ce soit des données qui soient perdues. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, sur le cas du Maroc, on a en plus eu besoin de fournir des autorisations de sortie. Ça n'a pas été le même système qu'en France où chacun imprimait son autorisation de sortie. C'est l'agent de l'autorité locale qui vous donne l'autorisation de sortie. Donc, il y a une collecte de données extraordinaire parce que pratiquement toute la population… C'est un recensement d'un temps record. Très clairement. Maintenant, il faut juste que ces données soient exploitées, centralisées, utilisées quelque part. Et effectivement… Et protégées. L'intelligence artificielle, la big data est essentielle, oui, protégée aussi. Et essentielle pour pouvoir en faire quelque chose d'utile. Sinon, on aura perdu l'opportunité réelle de se transformer. On aura gâché cette crise, comme disent certains. Didier, je me tourne vers toi parce que les très petites entreprises, le secteur informel, c'est aussi l'autre chapeau sur ta tête, celui des champions des PME. Comment dire, qu'est-ce qui doit changer pour les PME africaines et quelles sont les opportunités de cette crise du coronavirus pour elles? Alors, évidemment, en dehors de la question du financement des PME, qui est quand même un gros sujet sur le continent et ailleurs, c'est réinventer probablement un mode de collaboration différent entre les PME. Les PME, compte tenu de leur petite taille bien souvent, parfois de l'étroitesse de certains marchés, doivent collaborer davantage. Donc, c'est ce que j'appelle la coopération interentreprise. C'est ça qui va permettre de donner aussi un effet de taille, de donner aussi de l'expertise, parce que bien souvent, sur certains marchés, une PME ne peut pas se permettre d'avoir toutes les expertises à l'intérieur. Donc, la complémentarité des expertises entre PME, à mon avis, est un élément qui va permettre l'accélération du développement de ces PME. Deuxièmement, la collaboration entre les grandes entreprises et ces PME. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas un effet d'entraînement dans une économie. Et là, cette crise a montré qu'il y a des secteurs qui doivent être, entre guillemets, relancés et qui ne peuvent être relancés valablement que si il y a une espèce de constellation entre grandes entreprises PME pour mieux articuler ces collaborations. Donc, ces deux éléments me paraissent importants. Le troisième élément, justement, qui me ramène un peu au premier, c'est que nous sommes dans un monde, et on lisait tout à l'heure, de multiplication des compétences, des niveaux des compétences. Ça veut dire que vous allez faire appel de plus en plus à des acteurs qui ont des compétences variées, diverses, dans beaucoup de domaines. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, que vous soyez un dirigeant de PME ou de grande entreprise, comment vous arrivez à faire travailler des consultants qui sont à l'extérieur, que vous n'avez jamais vus, des gens qui sont des freelanceurs, qui sont dans des pays donnés ou dans des régions données que vous ne connaissez pas, des startups qui ont développé des solutions qui peuvent accélérer votre développement, et puis vos employés. Donc, vos employés, certains à l'intérieur de l'entreprise, deviennent ce qu'on appelle les intrapreneurs, donc vous allez leur confier des projets de développement à l'intérieur de l'organisation, vous allez avoir des startups à l'extérieur qui vont collaborer sur des choses très précises, des gens qui sont en freelance. Vous voyez qu'il y a une multiplicité des acteurs qui aujourd'hui est une réalité que les PME ont du mal
à intégrer. Les grandes entreprises avaient plus ou moins réussi, mais même dans les grandes entreprises, c'est extrêmement difficile. Donc, si vous n'avez pas à l'intérieur même des grandes organisations et des PME, ce qu'on appelle des acteurs qui articulent en réalité le travail de tous ces partenaires, vous avez peu de chances de réussir. Je crois qu'il y a l'image de un peu, vous savez, dans les équipes de rugby, là, il y a ce qu'on appelle le scrum. C'est celui qui oriente un peu le jeu, qui fait bouger les lignes avant vers l'arrière. Donc, dans les organisations, on aura besoin de créer ces acteurs qui articule en réalité le changement, qui donne la vitesse, qui ralentit, qui fait travailler les gens ensemble, qui redispatche les gens. Parce qu'une fois que ces compétences ont travaillé autour d'un projet, vous n'allez pas les garder ad vitam aeternam, puisqu'en plus les marchés évoluent, c'est pas des employés de l'organisation, et même les employés au sein des organisations vont devenir beaucoup plus souples, plus flexibles. Donc, cette flexibilité est une réalité qu'il faut que les entreprises intègrent, les PME comme les grandes, avec justement ce dernier point qui dans l'entreprise joue ce rôle. Ça veut dire que dans toutes les entreprises, PME grandes, il faut créer cet acteur qui va mettre les gens ensemble, qui va suivre, qui va donner le rythme, etc. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est indispensable pour les PME, les grandes entreprises. Et si on cherche, on appelle Afrique Search. Et vous trouvez. Par exemple. C'est sur ces mots qu'on clôt la conversation passionnante sur le management, le changement, comment est-ce qu'on s'adapte et qu'on réinvente l'entreprise, de très beaux défis avec un mot principal, agilité. Il va falloir trouver en nous tous la gymnaste qui sommeille en nous parce qu'il va falloir être extrêmement souple, mais c'est aussi de très belles aventures humaines. Merci infiniment Didier Akoueté, fondateur et président d'Afrique Search. Merci à toi Abdou Diop. À très bientôt. Merci à toi aussi Estelle. Et merci Didier. J'espère à très bientôt. Merci Abdou, absolument. En chair et en os. Ah ouais, ça. Bon repas. À très vite, à très bientôt. Laissez vos commentaires sur Africato. À bientôt.